Salut à tous, c'est parti pour... Alors, ce qui est sans doute d'ailleurs l'une des thématiques les plus importantes du moment quand on parle de forecast et quand on parle de prévision. C'est peut-être, mais justement on va en parler ensemble, c'est peut-être l'une des transformations les plus importantes de la période. On va en parler donc avec Romain Descoux, salut Romain, avec Sébastien Canizzo, salut Sébastien, tous les deux associés finance transfo pour Deloitte. Pourquoi justement l'art de la prévision est-il devenu, à mon avis, là, maintenant, totalement indispensable ? Là, Stéphane, on est dans une très forte période d'incertitude, avec 3 éléments nouveaux. On a des hypothèses qu'on pensait fixes qui sont en train de devenir variables. L'inflation, le coût du transport, les denrées des matières premières qui augmentent. Tout à fait. On a un deuxième élément, c'est tout simplement le chaos qu'on a connu, avec des usines parfois à l'arrêt. Quel est l'impact sur mon PNL ? Quel est l'impact sur ma chaîne de production ? Et puis, des besoins de la direction générale qui sont plus de prévision, plus de stimulation, et comment est-ce qu'on va essayer de se projeter dans l'avenir ? C'est l'une des grandes phrases qu'on a entendues pendant le Covid, pendant qu'on réfléchissait, le rétroviseur est cassé. Voilà. Et là, on sait qu'en fait, il ne sera pas réparé. Il n'y a plus personne pour réparer le rétroviseur, et donc il faut qu'on se projette en permanence. Exactement, et la projection est importante, on doit anticiper, et anticiper, ça permet aussi de se rassurer. Alors, d'ailleurs, vous le savez, on va rentrer ensuite dans les cas concrets, et vous verrez avec l'industrie, notamment avec l'industrie automobile, je crois qu'ils sont en train de vivre un truc, l'industrie automobile, en termes de pénurie, en termes de hausse de matières premières, en termes de cadence, qu'ils n'ont jamais vécu dans leur histoire. Et effectivement, le temps réel et la prévision devient aujourd'hui indispensable. Pourquoi est-ce que les conditions sont réunies ? Romain l'a dit, il y a un moment, on a besoin d'améliorer les prévisions. Pendant le Covid, ça a été chaotique. On a besoin, mais est-ce qu'on a les moyens ? Alors justement, le sujet n'est pas nouveau finalement, des prévisions, ça fait très longtemps qu'on en a besoin, et à la fois du forecast, mais aussi du prédictif, on pourrait y revenir, mais il y a 20 ans, on n'avait pas les données, on n'avait pas les puissances de calcul, on n'avait pas les outils. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a qui le permet ? D'abord, on a des données, on a de plus en plus de données, très fines, très granulaires, très précises, en quasi-temps réel parfois. Encore faut-il savoir les exploiter, ces données. D'accord. Un des sujets, il y a aussi très longtemps, c'est qu'on travaillait très en silo, finalement. Tu parlais de l'automobile. Dans l'automobile, un directeur financier récemment m'expliquait qu'au moment du redémarrage, un patron d'usine, un patron de métier, un patron de pays avait forcément envie que son pays, son usine, sa ligne de produits redémarre en premier. Mais encore faut-il savoir, est-ce qu'on a raison de démarrer celle-là plutôt qu'une autre ? Qu'est-ce qui va consommer le plus de coûts fixes ? Qu'est-ce qui va dégager le plus de rentabilité à court terme ? Et donc il y a un vrai sujet culturel. Donc aujourd'hui, on a finalement une capacité à travailler un peu moins en silo qu'avant. Ça a beaucoup évolué ces dernières années, les processus. Je parlais des données, mais il y a les processus qui ont beaucoup évolué. Le Gartner parle par exemple en ce moment de XP&A, c'est le nouveau terme à la mode dans le monde du contrôle de gestion, Extended Performance and Analysis. On a oublié le terme FP&A. Pourquoi Extended ? Parce que l'idée c'est de relier les données commerciales, les données des ventes, les données issues des systèmes de production à la finance. Mais ça veut dire, Sébastien, on a, tu le dis, la donnée, on a la puissance de calcul, les investissements qui, peu ou prou, ont été faits. Oui, pas partout. Mais le savoir-faire pour les traiter, est-ce qu'on a le savoir-faire pour les traiter ? Ça, on va en parler après, c'est un des écueils. C'est encore un des écueils. C'est encore un des écueils. Effectivement. Mais voilà, en tout cas, les conditions sont réunies. Il y a eu 20 ans d'évolution technologique. Et d'ailleurs, les éditeurs ont beaucoup évolué et ont suivi cette tendance. Il y a des expériences concrètes d'ores et déjà, les gars, ou pas ? Il y a des expériences concrètes, on le voit dans la finance. Les 2 premières expériences qu'on voit chez les clients, c'est la partie prévision de trésorerie, où on voit de l'intelligence artificielle qui permet de prévoir de la trésorerie. On le voit également sur la partie... Je le dis d'un mot, l'une des thématiques auxquelles vous pourrez vous référer une fois qu'on aura fini cette introduction. Et le deuxième endroit où on le voit beaucoup, c'est toute la partie contrôle de gestion, FP&A, où là, effectivement, on a des moteurs maintenant embarqués chez les éditeurs qui permettent d'avoir ces projections automatisées. Et donc, on a des process budgétaires qui sont historiquement très lourds, qui monopolisent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. La question, c'est est-ce qu'on peut arriver à aller automatiser ces projections de façon, évidemment, à gagner énormément de temps. Tout le monde en rêve. Non, mais je veux dire, parce que ça aussi, on posera la question, la suppression du budget, tout le monde en rêve. Il y en a qui ont sauté le pas. Tout le monde, non, si, tous. Il n'y a pas. Alors, quand on préparait l'ensemble de ces thématiques absolument passionnantes, j'ai pas entendu tous les interlocuteurs m'ont dit. C'est quand même ballot de passer 6-8 mois à faire un exercice budgétaire qui est caduque à la seconde où on l'a sorti. Voilà. Oui, Stéphane. Pour autant, toutes les entreprises qui ont supprimé leur process budgétaire y sont revenues.
Ça permet quand même de projeter l'avenir par rapport à la vision stratégique. Ça permet également d'avoir une contractualisation en interne des objectifs financiers. Et ça permet d'anticiper quand même. C'est là où, alors, un mot, mais parce qu'il faut qu'on vienne aux écueils, justement. Parce que, évidemment, tous ceux qui ont essayé, et il y en a qui ont mis en place du rolling forecast, c'était à la mode il y a 20 ans, on parlait justement on ne fait plus de budget, on fait du rolling forecast. Certains font du rolling forecast, mais ont remis le budget. Parce que, comme le dit Romain, il y a un moment donné, il faut une photo à un instant T. Et donc beaucoup font les deux. Ceinture et bretelles. Exactement. Bon, alors, tu disais, quels sont les écueils, quels sont les freins? Et je pense qu'on vient de voir peut-être le plus important, frein culturel, frein des habitudes. Oui, c'est probablement le plus important. C'est qu'on a... Il y a un vrai, à mon sens, manque de culture financière dans les entreprises, en dehors de la finance elle-même, évidemment. Et encore, on pourrait débattre des profils des contrôleurs de gestion ou des équipes pilotage. Hein. Mais il y a un vrai manque de compréhension, parfois, des éléments. On me disait, la hausse des matières premières, l'inflation. Il y a des patrons d'usines qui sont convaincus d'avoir des commerciaux qui ont des très bons produits. Mais on l'a vu en période de crise. En période de crise, il faut comprendre quel est mon EBITDA, quel est mon PNL, quelles sont mes provisions, quels sont mes besoins en capital. Il y a un vrai manque de culture financière dans les entreprises en général. Le rôle du business partner, on en a beaucoup parlé les années précédentes, c'est pas pour se faire plaisir. C'est parce qu'il faut aller porter la bonne parole et faire comprendre à un patron qu'un investissement, qu'un produit, qu'un redémarrage d'usine, ça a un impact à plein d'endroits du PNL, c'est pas juste magique, on vend des produits et tout va bien. Ça veut dire que c'est un moment merveilleux parce que c'est une demande forte, profonde des fonctions financières que d'être réellement business partner. Oui, et le Covid, c'est une opportunité pour la finance. Voilà. Nous, on est convaincus que c'est une opportunité. Ça va permettre à la finance d'aller prêcher cette bonne parole, de faire comprendre que si j'ai pas de top line, ne me demandez pas de forecast sur le PNL, concrètement. Romain, d'autres écueils que vous avez identifiés? Non, je crois que Sébastien les a... écueils culturels. Pour le reste, tout est prêt. Écueils culturels, et puis on a... puissance de calcul, savoir-faire, équipe de consultants pour intégrer le truc, tout est prêt. Non, mais c'est très important, le point sur la technologie. La technologie a évolué plus vite que les cultures. Donc aujourd'hui, c'est plus la technologie le frein, et c'est même plus les données. Voilà. Comment on contourne cet écueil culturel, ces écueils culturels? Eh bien, tout simplement, il faut que la finance passe aussi moins de temps à faire des opérations plutôt de back-office, donc tout ce qui va être la production des comptes, tout ce qui va être vraiment régalien, pour être justement porté sur ces travaux de prédiction, de projection. Et ça aussi, c'est un changement de mentalité en disant on a besoin que la finance sorte de ses tâches régaliennes pour être vraiment à côté des métiers. J'allais dire, Romain, elle ne demande que ça. En fait, elle dit qu'elle ne demande que ça. Mais dans la réalité, ça la rassure toujours de cruncher les tableaux Excel. Oui, et d'ailleurs, c'est intéressant, juste pour rebondir sur ce dernier point, quand on met de nouveaux outils, immanquablement, on a toujours quelqu'un qui va réextraire les données, les remettre dans Excel. Ça le rassure. Voilà. Mais effectivement, tout est prêt pour que la finance sorte de ce rôle. Elle le demande, en tout cas les directeurs financiers le demandent. C'est important pour eux de changer de stature. Bon, parfait les amis. Donc tout est prêt aussi pour que vous puissiez plonger maintenant dans les exemples concrets des prévisions et du forecast. Donc on rentre dans le concret autour de ces forecasts, autour de ce prévisionnel. Et alors, ce qui est formidable, et je vous en remercie d'ailleurs, c'est qu'on va pouvoir rentrer dans le concret avec une industrie qui vit sans doute l'une des périodes les plus incroyables de sa assez jeune histoire quand même, l'industrie automobile. L'industrie automobile, entre les clients qui savent plus ce qu'ils veulent et qui savent plus ce qu'il faut acheter, les usines qui savent plus ce qu'elles vont recevoir comme composants, dans quel état aujourd'hui est la supply, et le pricing qui ne sait plus, vu ce qui se passe notamment avec les matières premières, à quel prix on peut aujourd'hui vendre une voiture et à quel prix les clients sont prêts à l'acheter. Avouez qu'il n'y avait sans doute pas de meilleure situation pour parler de prévisionnel. Et donc, Sandra Otamfou, bonjour Sandra. Bonjour. Et merci beaucoup d'être là. Cécile Lerouzic, bonjour Cécile. Bonjour. Vous êtes toutes les deux donc, au cœur de la stratégie digitale finance du groupe Renault. Alors Sandra, vous êtes directrice stratégie transformation digitale finance. Et Cécile, j'ai essayé de traduire
implementation lead, mais on a dit qu'on n'allait pas le faire. Implémentatrice, c'était pas joli, voilà, de cette stratégie digitale finance. Et pour nous accompagner, Vincent Salmon. Salut Vincent. Bonjour. Donc, vice-président opération manager France pour Tagetik. Juste d'un mot, Vincent, Tagetik est dans le prévisionnel, enfin c'est l'essence de ce que veut faire Tagetik. Effectivement, Tagetik, c'est une solution pour le pilotage de la performance financière, opérationnelle. Et on est au cœur des problématiques de Tagetik en parlant du pilotage de la performance et du prévisionnel. C'est ton moment là. Hein. Ah oui, très heureux d'être là. C'est l'acmé, c'est le prime, comme ils disent, comme disent les sportifs. Sandra, tout ce que je viens de décrire là, est-ce que vous avez des outils, est-ce que les outils vous aident à réconcilier ce que vous aviez prévu et ce qui sort des concessions en réel? Alors, est-ce qu'on a des outils? Pas beaucoup, hein, parce que nous, chez Renault, on a commencé la transformation digitale de la finance il y a 4 ans à peu près, avec une majorité de fichiers Excel, donc pas trop d'outils. Donc on a commencé à en déployer, mais la tâche est très très vaste. Mais donc on le fait et on essaye de le faire, on va dire. Et alors pourquoi ? Qu'est-ce que ça peut apporter des outils ? Je pense que ce que cherchent les opérationnels financiers, c'est d'anticiper au maximum et d'avoir un prévisionnel au maximum le plus près du réel. Ouais. Ce qui est une chose pas facile à faire. Donc ils ont besoin déjà d'avoir les données pour le faire. Ils passent beaucoup de temps à essayer de trouver les données. Donc une fois qu'on a ces données, ce qui eux les intéresse, c'est de pouvoir faire de la simulation, pouvoir anticiper. Et donc, nous, on cherche à déployer des outils, et Tagetik est un des moyens de le faire, pour leur permettre de recevoir leurs données, de les analyser et de faire de la simulation pour présenter finalement in fine au BOM, au CEO Office, un prévisionnel le plus proche possible de ce qui va vraiment se passer. Mais ce qui est formidable, et on va y revenir dans la période que vous êtes en train de vivre, c'est que l'opérationnel, le directeur d'usine, j'en sais rien, même la machine qui vous envoie la donnée, elle a besoin aussi sans doute, alors pas la machine, sans doute le directeur d'usine, d'une restitution rapide pour savoir où il en est sur son PNL, où il en est sur sa marge. Alors, il a besoin de 2 choses. Il a besoin de rapidité, ça c'est clair, et il a besoin aussi de souplesse, parce qu'en fait, ce qu'il va demander un jour, ce ne sera pas du tout ce qu'il va demander le jour d'après. Exactement. Voilà. Donc c'est en ça que les outils peuvent beaucoup nous aider, parce qu'effectivement, avec ce qu'on utilisait jusqu'alors, c'était extrêmement rigide. Et on passait beaucoup de temps à recompiler les données pour présenter ce que pouvait demander par exemple le directeur d'usine. Donc on a besoin de beaucoup de souplesse et d'agilité et de rapidité. Oui. Cécile, comment est-ce que vous vivez la période ? Plus au contact, je crois, de la finance, des analystes financiers, Cécile ? Alors pas forcément plus au contact, mais j'ai un passé plus finance que Mais on en Sandra. reparlera justement, ouais. Parce que moi j'ai été contrôleur de gestion opérationnelle, donc en fabrication R&D, donc ce dont Sandra vient de parler, je l'ai vécu au quotidien dans le fait de chercher ces données un peu partout. Et puis, là, ça s'accélère. Et là, ça s'accélère très très fort. Et donc, il faut être au taquet, je dirais. Ouais. Et avoir la capacité à mettre toutes les données dont on a besoin à un endroit et puis pouvoir sortir dans le sens que l'on veut pour répondre à la problématique du moment. Et qui vont dans les 2 sens, comme on le disait avec Sandra, c'est-à-dire les demandes qui viennent autant du terrain. Oui. J'ai besoin de savoir très très vite où j'en suis que de la direction générale. Voilà, de la direction générale, voire de l'extérieur, parce qu'il faut être pertinent dans ce qu'on dit dans les communications financières, puisqu'elles sont suivies en extérieur. On doit être cohérent, transparent, le plus transparent possible, pour donner une bonne image de l'entreprise. Alors on va y venir sur qu'on maîtrise et qu'on sait où on va. Ouais, on va y venir sur la crédibilité, mais d'abord Vincent, sur cette période d'accélération, ce que tu entends là, ce que nous décrivait Sandra Cécile, sans doute jamais aucune industrie ne l'a vécu à ce niveau-là. Hein. Alors je pense que c'est un exemple on concatène dans l'industrie automobile tout ce qui peut se passer dans plein d'autres industries. Il y a un mot qui a été utilisé plusieurs fois, c'est la donnée. Ouais. Donc le prévisionnel, pour faire du bon prévisionnel, c'est déjà de bien connaître le réel, de connaître là où on en est. Et pour connaître là où on en est, eh bien, en fait, on a aujourd'hui un accroissement des données qui est assez incroyable, de plus en plus de données, des données financières, des données non financières, des données internes, des données externes. Et en fait, pour justement ce que tu évoquais, le patron d'usine qui veut savoir exactement où il en est, eh bien, il veut savoir où il en est d'un point de vue financier, mais il veut aussi savoir où il en est d'un point de vue environnemental, d'un point de vue sociétal. Donc on a un vrai melting pot de data qui fait qu'on change complètement un peu le travail du contrôleur de gestion et même du manager qui doit
traiter de la donnée, compiler de la donnée, ajouter de la donnée. Et ça, c'est un des points essentiels dans la transformation digitale, la donnée, sa multiplication, sa diversité et l'agilité qu'il faut avoir pour pouvoir ajouter des nouvelles données dans l'équation qui permet de faire des bonnes prévisions. Et alors, sa pertinence, enfin, j'ai presque envie de dire son acuité. Je reviens vers toi, Cécile. Tu as besoin, donc, je dis différents interlocuteurs, on l'a dit, direction générale, métier, usine, analyse financier. Tu as besoin, toi, d'être absolument sûr en permanence du message que tu envoies. C'est un des grands défis qu'on a, c'est que la donnée soit propre. Qu'elle soit, parce qu'on va chercher dans tellement de systèmes différents qu'on essaye en fait de rassembler toute cette donnée à un seul endroit, après l'avoir, on va dire, un peu nettoyée, et garder que ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Et ça aussi, c'est compliqué, et puis ça va être un enjeu, je pense, dans les mois et les années à venir, parce qu'on peut ramasser énormément de données, mais après, il faut avoir la donnée pertinente, et pas n'importe quelle donnée, puisqu'on peut aussi se noyer sous la donnée. Mais oui. Donc, ce qu'on attend des outils aussi, c'est de pouvoir trouver la bonne donnée au bon moment. Et puis, comme on le disait, Sandra, l'industrie 4.0, c'est les machines aujourd'hui qui envoient un flot de données. Elle, au moins, on est sûr d'un truc avec les machines, c'est que la donnée qu'elle envoie, elle est pertinente. Elle n'a pas été polluée par parce que le gars était fatigué, il s'est gouré de casse, parce que des choses comme ça quand même. Ouais, mais même si elle est pertinente, quand on la reçoit, vu qu'on va la faire mapper ou discuter avec d'autres données, il faut que ce soit la bonne maille, une maille cohérente. Ouais. Donc c'est vraiment pas si simple. Et alors, même chose, attentes différentes de chacun des interlocuteurs dont je parlais tout à l'heure. Oui, il y a des attentes différentes, mais on travaille quand même tous dans le même objectif. Quand même, côté finance, je trouve qu'on a tous quand même clairement le même objectif. Donc même s'il y a des attentes différentes, généralement la différence, ça va être plutôt la granularité. Mais in fine, on travaille quand même tous dans le même objectif. Vincent, t'insistes beaucoup sur l'idée qu'effectivement, ce prévisionnel et ce forecast, il doit être crédible. Tout à fait. En fait, la crédibilité du forecast, c'est de s'appuyer sur une donnée source, donc la donnée de production, la donnée opérationnelle, qui soit le moins retravaillée possible. Donc en fait, les opérationnels font des prévisions pour leur métier du quotidien, des prévisions à la journée, des prévisions à la semaine, des prévisions qui sont sur des collections, des gammes, qui ne sont pas forcément calées sur un calendrier fiscal. Et le contrôleur de gestion, la finance, doit, entre guillemets, s'appuyer sur ces données pour lui les transformer sur une maille qui est la maille de communication du contrôleur de gestion, qui est le mois, qui est l'année fiscale, qui permet de communiquer aux différentes parties prenantes, internes et externes. Et donc c'est un vrai travail, il y a la difficulté de passer de... Il joue sa crédibilité là-dessus et la crédibilité de l'entreprise en fait. Eh bien oui, parce que s'il n'est pas capable de justifier d'où vient sa donnée financière qu'il a concaténée au niveau central, s'il n'est pas capable d'expliquer d'où elle vient, comment elle a été construite, eh bien c'est sa crédibilité interne et externe qui est mise en jeu. Donc c'est un vrai enjeu de pouvoir passer de données extrêmement fines, opérationnelles, qui n'ont au final très peu d'utilité pour la stratégie, mais qui sont, il y a une vraie piste d'audit. Mais est-ce que ça peut freiner justement son appétit à faire du prévisionnel? Je n'ai pas le droit de me gourer, quoi. Alors, il doit faire du prévisionnel. De toute façon, toutes les parties prenantes poussent le contrôleur de gestion à faire du prévisionnel. C'est son métier, si j'ose dire. Et il doit, au contraire, trouver les passerelles, les canaux qui permettent de passer de cette information très opérationnelle à une information financière, de management. Et en fait, ce qu'on va demander à cette information, ce n'est pas du tout la même chose au niveau de la direction générale, au niveau de la direction d'une BU et au niveau des opérations. Et là, le contrôleur de gestion, c'est un vrai chef d'orchestre sur cette donnée. Il a l'habitude de le faire, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour lui. Mais c'est vrai que ça s'accélère là. Ça s'accélère, ça va de plus en plus vite. Et donc il a besoin d'outils radicalement nouveaux pour suivre le rythme. Exactement. Sandra, Cécile, est-ce qu'on va vers la suppression de l'exercice budgétaire? Ah non, pas du tout. C'est vrai. On est quand même obligé de piloter un atterrissage. On est obligé de savoir quand même ce vers quoi on va tendre. Et c'est d'autant moins vrai, à mon avis, aujourd'hui, que on est dans une époque où ça bouge beaucoup. Il y a des événements qu'on n'attendait pas du tout, comme la crise des semi-conducteurs. Pour en arrêter avec un budget que tu vas mettre 6 mois à faire et qui va être caduc à la seconde où il sort. Par contre, non, l'exercice budgétaire, on va le garder. Par contre, il faut le faire évoluer. Ça, c'est sûr. Donc, il faut lui mettre plus d'agilité pour qu'il puisse s'adapter beaucoup plus facilement aux événements extérieurs inattendus. Et il y en a beaucoup en ce moment, ces 2 dernières années. Donc l'idée, c'est de revoir le process, l'exercice budgétaire, mais de façon à ce qu'il soit plus agile. Donc passer de
ce qu'on a connu jusqu'alors à peut-être 2-3 exercices budgétaires par an, à un exercice budgétaire que nous on appelle le rolling, donc en perpétuel mouvement finalement. Et ça, c'est là aussi où les outils digitaux vont pouvoir beaucoup nous aider. Et on sort de l'année aussi fiscale classique, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on appelle nos rolling forecast, on veut les faire sur 18 mois, 2 ans. On fait même des plans, parce que nous, on a des temps de développement produits qui sont sur plusieurs années, une voiture. Donc voilà, on fait des sortes de rolling plans, en fait. Et à 4-5 ans, on essaye d'avoir une prévision. Alors, elle est beaucoup plus agrégée, elle est plus vue d'avion. Malgré tout, elle est utile d'un point de vue stratégique pour prendre des grandes orientations. C'est le grand combat de Tagetik, Vincent, que de pousser les directions financières à rentrer dans cette logique. Alors, en fait, effectivement, ce qui est évoqué sur le rolling forecast, c'est une tendance forte. On voit de plus en plus d'organisations qui mettent en place ce type d'outils pour piloter une organisation de manière mensuelle. Les gars de Deloitte avec qui on a fait l'introduction tout à l'heure n'étaient pas tout à fait d'accord. Ils disent ceux qui font ça, en fait, ils continuent à faire un vrai budget derrière. Alors, voilà, j'ai pas fini. Ils doivent mettre en place ce genre d'outils pour mieux piloter une organisation au-delà de l'année fiscale. Mais en même temps, le budget reste un exercice qui permet finalement, à l'instar d'un business plan, on va faire un business plan sur 2 ans, sur 3 ans, sur 5 ans, qui permet de voir si la stratégie de l'organisation est la bonne et de voir si elle cadre avec les enjeux des actionnaires, de toutes les parties prenantes. Et le budget, finalement, avec l'accélération des choses, en fait, sur une année, il peut se passer beaucoup plus de choses qu'avant. On le voit avec le Covid qui oblige les uns et les autres à être réactifs. Donc l'exercice du budget, c'est quand même un exercice qui permet de cadrer les choses, de s'assurer qu'on va dans la bonne direction, qu'on est cohérent par rapport à tous les objectifs financiers et opérationnels. Et néanmoins, on va devoir alléger ce budget pour le faire de manière beaucoup plus rapide et surtout, séparer la fixation des objectifs au manager et la réalisation du budget qui est plus un exercice de business plan. Ça, c'est très important. Un mot, Sandra, parce qu'on est quasiment au bout. Vas-y. Oui, on parle beaucoup d'outils, mais en fait, là, ce que ça montre, c'est que les outils digitaux ne se suffisent pas à eux-mêmes et il y a toute une partie processus et conduite du changement qui doit accompagner finalement ce changement de démarche, sinon ça ne marchera pas. Mais c'est ça qui est... Alors, c'est une période extraordinaire que vous êtes en train de vivre, non ? Oui, tout à fait passionnante. Dans cette industrie-là, avec cette transformation à faire en ce moment. C'est-à-dire c'est une révolution ultra positive pour la fonction finance, non ? C'est d'autant plus challenging dans une industrie qui n'est pas finance, dont le produit final est un véhicule et pas un produit financier. C'est encore plus un enjeu pour nous d'y arriver, parce que c'est pas forcément là-dessus qu'on investirait, mais on se rend bien compte que c'est absolument nécessaire. Cécile ? Et puis on doit faire face à des nouveaux enjeux, notamment écologiques. Donc on doit aussi intégrer cette problématique-là dans nos... En plus, agréger l'ensemble des données, effectivement, qui vont être les données extra-financières. Tout à fait. On appelle, c'est un mot un peu barbare, la taxonomie chez nous. Tout à fait. Tous les rapports que l'on va devoir émettre sur les émissions de carbone, par exemple. Merci Sandra, merci Cécile, merci Vincent. Vous continuez à nous suivre avec d'autres cas concrets autour du prévisionnel et des forecasts. On reste donc dans cette thématique de forecast, l'atout stratégique de la finance, modélisation, simulation, la finance au service de la stratégie. Vous allez voir, on va raconter un projet, j'avoue, assez dingue. C'est sans doute... Alors, il y a de belles histoires au cœur de l'ensemble de ces programmes qu'on vous propose sur Future of Finance. C'est peut-être une des plus impressionnantes. C'est Leïla Touat qui va nous la raconter. Bonjour Leïla. Bonjour. Vous êtes alors leader Financial Planning and Analytics pour Decathlon. C'est tout à fait ça. Et récemment, en plus, réélu, parce que c'est une habitude, marque préférée des Français, voilà, comme toujours. Olivier Pasquier, salut bonjour. Olivier, Country Manager de Board, donc pour la France. Vous êtes évidemment au cœur de ce projet que va nous décrire Leïla. Leïla, on parle donc d'un outil de lecture de performance unique à toutes les composantes de l'entreprise Decathlon. Oui, tout à fait. La particularité de Decathlon est d'avoir très tôt essayé d'insuffler un esprit entrepreneur sur chaque couche managériale.
Et donc, assez naturellement, on s'est orienté historiquement sur un outil unique de reporting de la performance, de lecture de la performance et de son pilotage, de son forecast. Le projet a démarré... Attends, parce que quand on dit unique, il faut prendre la mesure de ce que ça représente. Decathlon, c'est du retail, c'est de l'industrie, c'est de la logistique, c'est, je ne la connaissais même pas celle-là, tu me l'as apprise, du développement, c'est-à-dire il y a des gars qui s'occupent d'immobilier en fait. Ah oui, tout à fait. On a du retail, de la supply, la production. Dans la production, on a des bureaux de production, on a de la conception pure. On est propriétaire à peu près de la moitié de notre parc de magasins, donc on a de l'immobilier, on a beaucoup d'équipes informatiques, on a des équipes services centraux, et chaque leader, chaque équipe est acteur de la stratégie globale, et donc doit s'inscrire dans l'exercice de reporting et de pilotage de cette performance globale, avec, bien entendu, chacun ses propres indicateurs. Et à ça, on ajoute que Decathlon est un groupe mondial. Ah oui. Mais oui, sinon ce serait trop facile. Decathlon parle chinois, Decathlon parle russe, Decathlon indien, non pas encore. Si, on est largement présent en Inde, sur le territoire indien, à Bangalore, à Delhi. On est présent sur à peu près 65 pays, en mélangeant l'activité de retail ou l'activité de production, parce que bien entendu, on a des bureaux de production un peu partout dans le monde. Et cet exercice, ce projet était particulièrement sensible du côté international, parce qu'on voulait que les opérationnels, toutes les équipes, s'approprient véritablement leur performance en utilisant leur langage. Et donc la subtilité de la langue était très importante pour nous. Donc on a choisi très tôt d'avoir une équipe projet avec des représentants de chaque pays. Alors, on va y aller, mais d'abord, Olivier, il y a assez peu d'équivalents pour un tel projet. Alors aujourd'hui pour Board. Voilà, sur le fond, effectivement, c'est quelque chose qu'on reproduit toutes les semaines, tous les mois. Par contre, effectivement, sur le volume d'utilisateurs et puis sur le fait chez Decathlon, on réconcilie par contre complètement toute la partie opérationnelle et la partie stratégique. D'avoir un seul ensemble, oui, c'est quelque chose qui est assez remarquable. Enfin, j'insiste là-dessus, pardon, mais il y a assez peu de groupes à l'échelle mondiale qui sont autant concepteurs, fabricants que distributeurs, voilà, qui vont vraiment du end-to-end. Il n'y en a pas tant que ça, finalement, donc c'est ça qui est passionnant. Alors allons-y. Comment est-ce qu'on sélectionne ? Alors, et en plus, je crois que vous vouliez un nombre assez réduit d'indicateurs, évidemment, pour que ça marche, Leïla. Il fallait une unification, y compris des indicateurs. Alors, sur la totalité du système, on a énormément d'indicateurs, mais chaque acteur au sein du réseau doit être face à un outil, une plateforme qui lui propose peu d'indicateurs, les indicateurs pertinents pour lui. Donc c'est vraiment de la personnalisation. On a bien sûr 2-3 indicateurs transverses parce que ça fait partie un peu d'une boussole sur l'ensemble des performances du groupe, mais le reste de la performance de l'activité doit se résumer sur quelques indicateurs évidents. L'indicateur doit couler de source pour l'opérationnel. Et quand on est logisticien, on n'a pas les mêmes indicateurs que quand on est directeur de magasin ou responsable IT. Alors, comment est-ce que vous avez mis en place ce projet ? Alors, le projet a démarré sur une obsolescence du précédent outil qui était vieux de 18 ans. Ouais, ça, c'est marrant, ça. Et parce qu'il y avait une sorte de peur du Big Bang, mais ça, on la retrouve dans cette session de Future of Finance, notamment sur le retail. Oui. Un nouveau système informatique qui dysfonctionne, bim, c'est les caisses qui dysfonctionnent. Et c'est 18 ans quand même pour modifier les outils. Oui, alors après c'est intéressant d'examiner pourquoi. Les 18 ans, effectivement, on a la peur du problème en cas de changement, mais on a aussi une volonté de ne pas perturber le geste. Beaucoup veulent de la transformation en finance, mais pour le voisin, pour le collègue, pas pour soi. Et il faut, lorsqu'on lit d'une transformation, parfois bousculer un peu les choses et provoquer le changement. Et donc, vous décidez de le faire, ce Big Bang, et là, il est fait par ce que vous appelez des profils architectes. Oui. Pour vraiment construire un modèle de lecture de performance qui colle à l'ensemble de la chaîne de valeur du réseau, on a très vite pris le parti pris d'être à l'écoute du terrain.
Donc on a lancé une grande enquête sur les 65 pays avec des représentants de chaque métier concerné, donc des utilisateurs, des futurs utilisateurs de l'outil lambda, sans connaissance particulière, et un cercle d'architectes, des référents métiers, des seniors, qui connaissaient particulièrement bien la construction de leur activité pour nous aider à déterminer les indicateurs pertinents, mais avec tout de même l'utilisateur lambda pour ne pas aller dans la complexité. Parce que parfois l'expert développe des choses très sophistiquées, mais trop compliquées. Voilà. Olivier, c'est bonne méthode, bonne pratique? Ah, c'est l'excellence de la bonne pratique. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'édition logicielle aujourd'hui. Et sur un projet, alors pilotage de la performance, mais tout projet de mise en place d'une solution, il y a 2 points, je trouve, qui sont très importants. C'est la qualité de la donnée et la conduite du changement. Et ces 2 points qui ont été très anticipés sur ce projet-là en particulier et sur lequel il n'y a pas eu de souci. Oui. Et donc, ces profils architectes, c'est-à-dire l'idée, comme elle le disait, de marier celui qui est sur le terrain, mais sans connaissance particulière des difficultés digitales du projet, et puis celui qui, pour le coup, a les mains dans le cambouis, on va dire ça comme ça. Oui. Voilà, c'est les bonnes pratiques, c'est les choses qu'on voit assez peu au quotidien, mais qui, pour le coup, a très bien fonctionné. Beaucoup en parlent, mais peu le font. Mais oui. Bah, moi, personnellement, mais on en a déjà parlé avec Leïla, je n'ai jamais vu effectivement un tel accompagnement sur la conduite du changement en particulier. On varie entre 4000 et 5000 personnes en utilisation. Mais on va y venir. Alors, mais allons-y tout de suite. Forcément, il fallait les accompagner, les embarquer pour leur créer un dashboarding de leur performance qui leur parle. Sinon, le changement n'allait pas être supporté. Alors, on a parlé de bonnes pratiques, les pièges à éviter. Alors, les pièges à éviter, il y en a beaucoup. Le premier, c'est de ne pas écouter le besoin. D'estimer que peu de personnes en centrale ont la connaissance ultime de la vérité, parce que dans une entreprise, il y a différentes vérités, parce qu'il y a différentes échelles de temps. La finalité recherchée n'est pas la même. Il y a des angles de vue qui sont différents en fonction des activités, donc il faut absolument oublier des vérités absolues. Il y a des différents prismes de lecture et il faut l'accepter. Le deuxième piège à éviter, c'est celui de ne pas être prêt à changer d'avis. Parce que dans l'expression du besoin, l'expression du besoin est exprimée par rapport à un environnement et à un historique. Et dès qu'on change d'outil et qu'on découvre un nouvel outil, on se rend compte que la façon de répondre aux besoins peut être complètement différente. Et donc il faut rester agile. Il faut garder une certaine souplesse, être très très rigoureux sur l'expression du besoin, mais garder une certaine souplesse pour adapter le comment. Se concentrer sur de quoi j'ai besoin, pour quelle décision, mais finalement le comment y arriver, ne pas être trop rigide, parce que sinon on essaye de forcer un modèle dans un système qui n'est pas construit dans le mindset de cette façon. C'est profondément humain ce que tu racontes, Leïla. C'est on est aux frontières de la philosophie là. Ensemble. C'est ça qui est passionnant. La technologie, pour qu'elle marche, il y a un être humain en face. Et tous les développements qui sont faits par rapport à un cahier des charges qui répond à un besoin humain. Donc, pour que ce soit naturel et qu'on oublie la technologie, parce que c'est quand même le but. Le but, c'est qu'on oublie le côté sophistiqué de la technique. Il faut que les choses coulent de source. Et pour que ça coule de source, il faut que ça résonne, il faut que ça parle, il faut que ce soit simple, et donc s'adapter à chacun. Et le change management, ça c'est la dernière erreur, ne surtout pas attaquer le change management à la fin du projet, parce que c'est trop tard à la fin du projet. Il faut le penser au début, parce que la charge de travail est telle dans le cycle de la vie du projet, que si on attaque le change management à la fin, il est déjà trop tard. Il faut déjà anticiper bien en amont quels sont les différents types de profils, dans quelle mesure leur quotidien va être modifié, à quelle date le geste qu'ils avaient l'habitude de faire va être modifié, quelles sont les populations qu'il faut particulièrement accompagner. Donc un prévisionnel très important et tenir les différentes étapes dans le temps
Exactement. pour Les tenir pour avancer. et savoir les ajuster. Parce que je vous avoue que je n'avais pas prévu d'avoir deux confinements Covid pendant le projet. Et puis, Certes. et ça s'est bien passé. Donc il faut tenir les jalons, mais il faut s'adapter. Il y avait de vrais C'est risques. une démo là, hein, Ouais. Olivier. Non, non, C'est absolument passionnant. Hein. Et il y avait de vrais risques sur le projet, déjà parce qu'effectivement, on partait sur un historique qui était long, on parlait 18 années, et qu'il y a certaines entreprises qui essayent de faire un peu un copier-coller de ce qu'ils avaient dans une nouvelle solution, justement Surtout quand ça dure depuis 18 ans. pour éviter qu'il y ait des ruptures trop fortes dans le métier, etc. Et c'est important justement ce que disait Leïla, hein, et le mot agilité prend tout son sens, mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu partis d'une page blanche, et puis qu'on a effectivement modifié notre approche sur la solution, hein, puisqu'on essaie de coller aux besoins de Decathlon, et puis parfois aussi, Leïla disait, non, ça on va le faire différemment parce qu'il y a quelque chose auquel on n'avait pas pensé auparavant, et donc on a modifié les développements en ce sens. Ce qui est, alors, un truc là aussi fondamental, c'est pas aujourd'hui, mais j'en sais rien, tu vas le savoir mieux que moi, sur les 5 dernières années peut-être de l'histoire des éditeurs et du logiciel, il y a 5 ans ou il y a 10 ans, c'est l'utilisateur qui devait s'adapter au logiciel. Et maintenant, on le voit là, c'est-à-dire c'est vous qui devez vous mettre à la disposition des utilisateurs. Exactement. Et l'expérience, l'interface utilisateur, l'expérience utilisateur Ouais. prend de plus en plus d'importance. Et à chaque fois, c'est du sur-mesure et c'est de la haute couture. C'est tout le temps du sur-mesure. On part, pas tout le temps, dans 90% des cas, on part d'une plage blanche. L'intérêt de ça, un des intérêts forts, c'est effectivement que les utilisateurs se retrouvent dans leur solution et qu'ils adhèrent, puisque développer une plateforme qui, in fine, est rejetée ou mal sûr. comprise par les utilisateurs finaux, Bien c'est un vrai problème. Donc le fait d'avoir quelque chose qui soit assez visuel permet d'embarquer un peu plus de monde. Donc t'en es où justement, Leïla, tu disais 5000 utilisateurs. Alors, on surveille parce qu'on a beaucoup plus d'utilisateurs que prévu. Et ça, c'est un signe, c'est Extraordinaire. un signe de succès. Bah, bien sûr. On a récupéré beaucoup de managers, retail, de leaders d'agglomération, de régions ou de directeurs de filiales en pays qui n'étaient pas utilisateurs de l'ancien système parce que beaucoup trop austère, beaucoup trop financier et qui avaient rejeté l'ancienne solution et délégué à leur contrôleur de gestion. Et là, on récupère ces managers qui se réapproprient la lecture de leur performance. Et ils en sont fiers parce qu'il y a un aspect graphique et de data visualisation qui est assez sympa. Il y a de la couleur, on peut y ajouter des images, c'est son langage à lui. Et donc, le manager devient fier de sa performance et devient surtout autonome pour la débriefer avec ses équipes ou ses stakeholders. Et juste un mot, mais voilà, on est au bout, mais on parlait du mandarin, du russe, etc. Et tout, c'est-à-dire, il y a de l'appropriation culturelle. Sur cette data visualisation, forcément, Pas tant que ça. pas tant que ça. Non, Bon, pas d'accord. tant que ça. C'est vraiment le bon sens business. D'accord. C'est la logique de l'activité qui prend le pas. On a vraiment beaucoup de différenciation par activité, par pays. On a de la différenciation par maturité de filiale. Ça, oui. C'est-à-dire qu'une filiale qui est mature, qui est en position leader sur le marché avec une belle équipe très structurée, peut se permettre d'avoir des choses très détaillées et va demander des analyses et des reportings très très détaillés. Une filiale en phase pionnière qui démarre dans le pays, on a plutôt des hommes orchestres qui font à peu près tout. Et donc là, on a des choses très macro, essentialisées, straight to the point. Voilà, c'est plutôt ça la différenciation. Mot de conclusion, Olivier ? Déjà, je remercie Leïla d'être présente. Et puis, encore une fois, c'est un projet qui est avec passion, quoi. Oui, c'est un projet qui est vraiment in fine, hein, puisque ça fait plus d'1 an maintenant que nous travaillons ensemble, et qui ne pouvait pas mieux se passer dans les conditions dans lesquelles, encore une fois, on parlait de confinement, dans lesquelles on était. Tout à fait. Magnifique histoire. Merci, Leïla. D'autres histoires à l'occasion de cette édition de Future of Finance. On repart avec le concret autour du forecast, du prévisionnel. Bernd Stangl est avec nous. Bonjour Bernd. Bonjour. CFO, donc directeur financier d'Alcatel-Lucent.
Ce qui nous permet de savoir qu'Alcatel-Lucent existe encore. Oui, c'est ça, absolument. Eh ben oui, j'en suis ravi, c'est une très bonne info. Et puis celui qui est quand même, alors je vais le dire, Laurent, je ne vais pas dire l'invité surprise, mais il y a pas mal de questions qui ont été posées au sein de la communauté financière. On en parlait avec nos deux compères de Deloitte en faisant l'introduction de cette thématique. Laurent Godillère, donc, vous êtes au cœur du cloud de Google, Laurent. Vous vous occupez des relations avec les grands éditeurs, on peut le dire comme ça Oui, tout à fait. Voilà, principalement d'ailleurs SAP aujourd'hui. Avant qu'on rentre dans le détail vraiment de ce que vous faites sur la data, sur l'IA, sur le prévisionnel, c'est quoi les ambitions de Google dans cette histoire? C'est-à-dire, je vais préciser ma question, c'est puissance de calcul, analytique extraordinaire, gestion de data extraordinaire. Mais vous voulez monter la couche au-dessus, c'est-à-dire vous voulez rentrer dans la couche progicielle directement avec les entreprises? La réponse est à date non. Non. Tout l'enjeu, c'est effectivement, toute la question, c'est comment améliorer ces progiciels-là. Aujourd'hui, l'utilisation d'un ERP, quel qu'il soit, globalement, les process vont être très bien déroulés. Ouais. Mais ça va couvrir 80% des besoins métiers. Il y aura forcément un petit 20% minimum qui va être à retravailler, qui va demander des interventions manuelles, des interventions humaines. Et tout l'enjeu de Google Cloud, justement, par rapport à ce périmètre-là, c'est d'aller chercher ces 20%-là. D'avoir un mode de fonctionnement plus analytique, mettre en place des moteurs IA, ML, pour justement répondre à comment on améliore ces process et surtout comment on a une boucle de retour métier par rapport à ce que l'on fait et qu'on aille au-delà du simple, on va dire, KPIs. Et dans ce cadre-là, aller dans le cadre des prévisions, de faire du prédictif. Alors attends, je vais être bien clair. Je vais dire que tu es Google. Voilà. Tu regardes l'ERP travailler. C'est ça. Et tu constates qu'il y a un certain nombre de données, en fait, qui ne sont pas utilisées par l'ERP, qui restent un peu en jachère, on va dire comme ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et effectivement, la maison mère de Google Cloud, Alphabet, a mis en place justement SAP et est partie d'un principe que pour chaque process, on va identifier comment l'améliorer. Donc en avance de phase, en refaisant le projet, la capacité à améliorer tout ça. Et donc derrière, effectivement, on a mis en place un certain nombre de produits tout autour. Mais à le réinjecter ensuite dans l'ERP. Exactement. Voilà. Il ne s'agit pas d'avoir une sorte de ERP bis ou une sorte de progiciel bis. C'est bien une boucle de retour par rapport à tout ça. Bernd, ça t'intéresse? C'est absolument intéressant. C'est absolument intéressant. Ouais, alors dis-moi en quoi ça t'intéresse. Tu es très déjà mobilisé de toute façon sur la data, sur l'IA, et on va en parler. Mais qu'est-ce qui t'intéresse dans ce que... La partie qui est vraiment intéressante, c'est cette notion d'utiliser les données qu'on a dans l'entreprise, voilà, qui sont un peu couverts, voilà, qu'on ne regarde pas trop. Ouais. Voilà. Et par contre, c'est toute l'histoire dans les données. Voilà, on pense toujours de connaître toute l'histoire d'un certain cas. Non, mais ils sont dans l'histoire, voilà, et on n'utilise pas, on sous-utilise totalement les données, voilà, qui nous permettent, avec notre moyen du cerveau, voilà, peut-être quelquefois d'analyser, mais on a peur encore d'utiliser les machines. Mais les machines, ils n'ont pas notre cerveau, ils ont une connaissance beaucoup plus riche, voilà. On a peur de faire encore confuser puiser à l'intérieur des éléments qu'on ne maîtrise pas vraiment. En fait. C'est ça. Voilà. Ouais. Tu sais, on peut toujours avoir 6-7 points, on peut suivre 6-7 points, peut-être 8, mais pas plus. Avec le cerveau humain, tu veux dire? C'est ça, le cerveau humain. Alors que Google va en suivre des milliers. Oui. Allez, et rentrons dans le dur. Des exemples, Laurent, justement, de ce que vous pouvez apporter aux entreprises. Un exemple très concret, très pragmatique, la gestion de factures interentités. Typiquement, quand vous recevez des factures, il faut toujours les scanner, les numériser, identifier, faire tout le process d'identification. Il y a encore énormément d'opérations manuelles. Et ben, le fait de l'extraire côté Google Cloud va permettre d'utiliser l'IA, d'identifier ce qu'on appelle des patterns dans le machine learning, identifier la manière dont ça va se reproduire, et ensuite de permettre de fournir à l'utilisateur la liste des factures en leur disant on identifie ça comme étant appartenant à tel business unit, à tel élément. Et c'est ça qui permet justement de limiter les interventions humaines et d'accélérer clairement le process. Ouais. Bernd? Ouais. Pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Parce que c'est l'un des points, tu sais, c'est un des points énervant en plus. C'est-à-dire que ça sert à rien, quoi. Ça produit aucune richesse. Oui, c'est vraiment une perte de l'efficacité, cet rapprochement qui...
Voilà. Pourquoi on a fait toujours ça? Ouais, C'est étonnant, tout à fait. depuis des années. Et, La technologie. Parce que la technologie, justement, permet de le faire désormais, alors qu'auparavant, ce n'était pas forcément le cas. Il fallait forcément une intervention humaine pour identifier les différents points. Il n'y avait pas forcément les mêmes acteurs tout au long du process. Et là, effectivement, le fait de regrouper les informations va permettre d'identifier le ou les acteurs qui vont faire l'opération. Et de faire ce travail de manière très automatisée. Et des cas concrets comme ça, il y en a énormément. mais vas-y. Au-delà de la finance, Autre au niveau exemple, du procurement. Raconte-moi ce que tu faisais avec. C'est quoi? C'est un gars qui est dans le bâtiment travaux publics, qui fait les routes? Ce matin, j'ai vu un DSI côté BTP qui travaille sur de l'enrobé et des routes et qui disait qu'ils avaient mis en place des systèmes pour traquer leurs camions avec des puces GPS. Ils utilisent Google Maps pour faire justement le suivi des tournées des camions pour la dépose de l'enrobé. Ils ont un autre outil qui permet de chauffer l'enrobé parce qu'il doit être à une certaine température pour être mis dans les camions. Mais qu'aujourd'hui, ils avaient une problématique pour gérer leur supply chain qui était qu'on a SAP d'un côté, les deux applications l'un de l'autre, et ça ne se parle pas forcément. Et c'est là, au fait... Le gars voudrait savoir quand est-ce que son camion va arriver près du four pour que la température du four à ce moment-là soit... Exactement. Et qu'on puisse aussi le planifier avec ce qu'il y a dans son SAP. C'est-à-dire qu'on planifie l'opération, on identifie où est le camion, le four, et tout l'ensemble doit être une chaîne de process structurée. C'est vachement intéressant, parce qu'en plus, il y a des implications climat-carbone qui sont super importantes, ce que tu racontes là. Tout à fait. Et donc, ça fonctionne. C'est-à-dire, avec l'intervention de Google, tu arrives à le faire et ça fonctionne. C'est cette fameuse boucle de retour dont je parlais là, qui va permettre justement de faire toute l'opération et de faire justement la jonction qui manque aujourd'hui. C'est la capacité à traiter les datas des différents systèmes en un seul point unique et de mettre en place tous les patterns qui vont permettre de le développer. De quoi est-ce que tu aurais besoin, Bernd, dans un monde idéal Alors, peut-être d'abord, où t'en es toi, c'est-à-dire Alcatel-Lucent, etc. Sur quoi est-ce que tu travailles aujourd'hui en termes de forecast, en termes de prévisionnel et d'utilisation des datas? Oui, c'est ça. On utilise quasiment une grande partie de notre service sont dans le cloud, voilà, qui nous aide, surtout dans la situation de Covid, de rester totalement opérationnel. Voilà. Et on commence maintenant de travailler vraiment sur le forecasting automatisé. Voilà. Et pourquoi j'ai dit ça? C'est pas de remplacer l'équipe, c'est plutôt d'avoir une baseline, une ligne rouge, où je suis sûr, si on ne fait rien, on va arriver là-bas. Avec les effectifs, avec les coûts qu'on a, avec tout l'historique, avec la saisonnalité qu'on a normalement de notre activité, de savoir, je peux arriver dans cette manière. Voilà. Et ce n'est pas maintenant d'être sûr vis-à-vis de nos actionnaires, c'est plutôt une façon de comment je peux gérer mon cash. J'utilise ça vraiment pour gérer les cash. Voilà. Et je prends un exemple où finalement tout ce qui est comme Google peut nous aider, voilà, on a lancé une fois l'intelligence artificielle sur les credit management. Pourquoi un client ne paye pas? Il y a 3000 raisons. On a pensé toujours, c'est les plus classiques, oui, parce qu'il manque un peu des capacités de financement. Pas toujours. On a fait l'analyse et on a vu des corrélations qui sont assez étonnantes. On voit que quelques activités de nos produits, de quelques services, ils ne sont pas payés dans quelques pays. Je ne vais pas citer parce que je ne vais pas fâcher quelqu'un. Mais il y a quelques pays où ils vendent des services long terme, ce n'est pas payé. Voilà. C'est toujours payé 10 jours après. Mais pas seulement avec les clients A ou B, mais en général. Voilà. Vous avez des patterns qui sont un peu habituels. Un vendeur X, à la fin du mois, il fait des business qui n'est pas payé. Voilà, ça on sait. Voilà. Mais après tous les éléments, le plus bizarre quelquefois, on a identifié que le travail de notre équipe de gestion des risques, le credit management, a seulement au numéro 5. C'est-à-dire, le plus important, le deuxième, le troisième et le quatrième, ce n'est pas l'activité de l'équipe qui gère le risque de crédit à l'interne. Et c'est ça qui est quelque chose qui a déjà, qu'est-ce que fait l'équipe? 2, quelles sont vraiment mes contraintes et les problèmes pour arriver à mon cash? Et donc, à ce moment-là, tu vas avoir une idée à peu près claire de qui va te payer, à quel délai, et qui, de toute façon, ne te paiera pas, ou tu vas pouvoir
d'ores et déjà anticiper Oui. Et c'est pas pour un retard sur ces ça. terrains-là. Et j'ai besoin de ça pour gérer mon cash. Oui, absolument. Le reste, est-ce que c'est un bon client ou pas? C'est pas le point. Ouais, c'est ça. C'est vraiment les cash. Voilà. Et si j'ai et c'est une activité, je n'ai pas dit, on est d'activité très très cyclique. C'est-à-dire pas mal de notre activité passe à la fin du mois, fin du trimestre, fin de l'année. C'est-à-dire si j'ai 10 ou 15 jours où j'ai pas de visibilité avec les cash, c'est un impact assez important pour notre PFR. Et ça, c'est tout le machine learning qui peut nous aider. Voilà. Gestion du cash, c'est un poste Oui, qui va être prioritaire peut-être même, Oui, c'est Laurent. dans le même cadre que tous les mécanismes de process financiers en termes de back-office. La gestion du cash et la gestion de trésorerie, c'est le nerf de la guerre, surtout avec les temps de Covid. Et effectivement, il y a les facteurs directs. Donc, le client ne peut pas payer parce qu'il ne s'est pas fait payer de son côté, etc. Il faut payer le fournisseur. Enfin, ça, c'est ce que j'appelle des facteurs directs. Et après, il y a des facteurs indirects, ce dont on parle là. Et c'est là où, effectivement, tout l'enjeu de l'IA et de la data par rapport à ça, c'est d'aller au-delà du simple cadre des facteurs directs, qui sont ceux qui sont connus, et que nos cerveaux humains peuvent traiter en termes de prédiction, et d'aller au-delà avec des facteurs qui sont... typiquement, quel est l'impact d'un Covid sur un client? Ce genre de choses-là, c'est difficile à quantifier. Donc pour nous, c'est un facteur compliqué à analyser et à traiter. Et c'est là où l'IA et le machine learning va permettre justement de prendre ces facteurs-là et de dire, bah tiens, on va les utiliser autrement et peut-être que ça va être quelque chose qui va être récurrent. Y compris des facteurs externes? Y compris des facteurs externes. Alors après, il faut que ce soit un modèle qui soit structuré. Bien entendu, il y a forcément une intervention. Il faut forcément concevoir et imaginer la manière dont on va l'utiliser et comment on va identifier un certain nombre de patterns. Mais oui, à terme, c'est exactement tous ces éléments-là qui arrivent sur les fonctions finance. C'est une stratégie mondiale de Google, ce que tu nous expliques là pour la France? C'est mis en place partout en Europe, dans le monde? Tout à fait. On a annoncé ce qui s'appelle le framework Cortex. D'ailleurs, on a une session de deep dive au sein de Future of Finance qui va expliquer justement ce framework Cortex. On va présenter ce qu'on a fait au niveau d'Alphabet. On a l'architecte en chef d'ailleurs du projet Alphabet qui est français et qui sera là avec nous. Et derrière, effectivement, on montre comment fonctionne ce framework. Et l'idée, c'est de pick and choose, de prendre et de choisir les éléments que vous souhaitez mettre en place côté client et tout simplement les appliquer. Si tu avais un rêve, Bernd, pour terminer cette session, si voilà, tu as le Père Noël de la data, là. Mon Père Noël, c'est... Si une fois par semaine, je peux le savoir, avec toute la structure que j'ai en place, je peux arriver dans 1 mois ou 2 ou 3 mois, c'est mon cadeau de Noël. Parce que ça me permet, l'organisation et moi-même, de vraiment réfléchir sur les périmètres qui sont différents. Tout change tellement rapidement. C'est-à-dire, tu dis, si à la fin de la semaine, on va dire, l'activité que j'ai faite, les contrats qui ont été signés, les clients qui payent pas, etc., ça me donne un prévisionnel sur 3 mois, c'est ça. Là, je suis le roi du pétrole. Absolument. Parce que tout change. Tout ce qui se passe avant, c'était les Covid. Maintenant, c'est les composants. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en 3 mois, mais je suis sûr que ce n'est peut-être pas la situation d'aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça laisse la capacité intellectuelle de vraiment prendre de bonnes décisions. Et encore une fois, comme tu le disais, c'est ta ligne rouge. C'est pas forcément ce qui va arriver, non, mais c'est ce qui est prévu. Exactement. Si jamais on fait exactement, c'est ça. Laurent, un mot de conclusion? C'est la boucle de retour dont je parlais tout à l'heure. C'est la boucle de retour. C'est vraiment la capacité à identifier tous les éléments, à les intégrer et à effectivement faire la prédiction qui va bien. Et c'est là où on passe effectivement d'analytique à du prédictif. Non, et puis c'est une nouvelle étape pour Google au cœur des entreprises. Hein. Tout à fait. Après avoir finalement transféré tous les outils grand public, on va dire ça comme ça, et les avoir adaptés au monde du travail. Là, c'est vraiment du spécifique business, quoi, du spécifique entreprise que vous commencez à designer. Tout à fait. Avec du temps réel, donc ça c'est aussi c'est un autre sujet aussi qu'on pourra aborder, mais on met en place justement des traitements data temps réel pour justement apporter plus de fluidité par rapport à tout ça. Vous restez avec nous hein, et vous allez vous-même chercher et aller voir d'autres cas concrets autour de toutes ces questions data, IA, forecast et prévision.
Donc on est, les amis, dans cette grande thématique du forecast, du prévisionnel, l'atout stratégique de la finance. Alors on va s'interroger sur les nouveaux cycles de pilotage et puis vous allez voir, on va aussi s'interroger comment ne pas être lost in the forecast, quoi, justement, voilà, not to be lost in the forecast. On peut se perdre dans le forecast, c'est ce qu'on va voir avec Nadine Pichelot. Bonjour Nadine, vice-président finance zone EMEA pour Anaplan. Bonjour. Et avec Pauline Caillard. Bonjour Pauline. Bonjour. Criteo, VP Finance pour Criteo. Nadine, pourquoi est-ce qu'on est aujourd'hui devant de nouveaux cycles, justement ? Alors on est dans de nouveaux cycles parce qu'on a vécu une crise quand même sans précédent, que je pense qu'on n'avait jamais vécu dans notre expérience professionnelle. Donc première chose, des choses qui ont changé du jour au lendemain dans des proportions complètement incroyables. Qu'on n'imaginait pas. Qu'on n'imaginait pas. Je pense que Pauline en parlera, mais si je regarde le bâtiment par exemple, moins 90% en 10 jours. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc on a été confronté à ça, donc c'est une première chose. Et ensuite, donc, il a fallu réagir vite et réagir pour agir. La finance ne fait pas des tableaux de bord ou des prévisions pour ne pas agir. Donc c'est comment on réagissait vite pour être capable d'anticiper un peu mieux. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose qu'on peut noter, c'est on vit sous contrainte depuis le Covid. Alors, contrainte de demande qu'on a vécue, je pense, pendant la crise du Covid, et aujourd'hui, contrainte de ressources. Absolument. Donc on continue, donc on va devoir apprendre à vivre sous contrainte, et ça nous oblige à réduire les cycles, à être beaucoup plus agile dans ce qu'on fournit comme indicateur au business, pas seulement bien sûr à la finance, et comment on les aide là aussi à passer à l'exécution et à agir. Oui, alors on parlait de la difficulté de s'adapter en temps de crise. C'est sûr, la crise du Covid, c'est une crise sans précédent, inédite. Tu m'as dit, on a été au-delà de l'imprévisible. J'ai bien aimé cette phrase. Oui, effectivement. Qui aurait pu prévoir, quand on a commencé à voir les prémices de la crise en février, comment ça allait se passer et qu'est-ce qui se passerait en mars? Mais ce que ça veut dire, c'est que tu penses, parce qu'on peut penser, on va dire, bon ben voilà, la crise est passée, il n'y en aura pas d'autres, et on peut revenir back to normal. C'est-à-dire, tu penses que non, on rentre dans un monde fait de nouveaux... qui n'auront pas cette violence, évidemment. Je ne peux pas vous dire évidemment tout ça et personne ne le sait, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une économie très globale, très interconnectée, où on parle de la théorie du battement d'aile du papillon. Je pense que la crise du Covid, c'était un peu ça. Quelque chose qui a pris naissance dans un endroit du monde et qui s'est propagé à une vitesse folle. Et donc nous, les financiers, on est un peu désarmés face à ça, comme tout le monde, mais on doit fournir les outils pour réagir, pour permettre au business de s'adapter. Et le travail qu'on a fait pendant les débuts de la crise du Covid, c'était un travail de modélisation, de se dire voilà quels sont les scénarios possibles, comment on réagit, quels sont les leviers qu'on a à notre disposition pour permettre à l'entreprise de continuer à vivre. Et nous, Criteo, par exemple, on a une grosse partie de notre business qui était constituée des clients travel. Bien sûr, ces clients-là, il a fallu aussi s'adapter, leur proposer des solutions. Et en tant que financier, on était confronté à une perte de chiffre d'affaires sur ces clients. C'est passionnant. Criteo, on le dit juste d'un mot, donc retargeting publicitaire pour... Oui, alors maintenant, on est une commerce media plateforme, donc vraiment une commerce de médias en ligne. Ce que je veux dire juste, c'est que pendant que vous aviez le travel retail qui s'effondrait, vous aviez le e-commerce qui est un autre pan important de votre activité qui montait en flèche. Tout à fait. Donc c'est là aussi où les choses restent compliquées à piloter. Mais est-ce que justement, il n'y a pas nécessité aussi, Nadine, de plus en plus de pertinence dans les choix d'investissement qui sont faits, vu les complexités que décrivait Pauline il y a quelques instants? Absolument. Je pense que beaucoup d'entreprises ont vu certains de leurs clients ou certaines branches vraiment avoir des demandes qui chutaient, d'autres monter. Donc c'est comment j'ajuste et comment je fais sur je balance un petit peu ma profitabilité, ma marge. Je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on va devoir travailler et aider les entreprises avec justement aussi l'intégration de données opérationnelles, pas seulement financières. Je pense que, et voilà, nous c'est ce qu'on a vu chez Anaplan avec nos clients, c'est que c'est ceux qui ont le plus réussi, qui s'en sont le mieux sortis, c'était comment j'arrive à connecter tout ça en fait. Comment je connecte les points, comment je connecte ma logistique, comment je connecte mes ventes et comment la finance s'adapte un petit peu à tout ça en optimisant les ressources. À qui je donne des ressources, à qui je donne du budget. Donc c'est vraiment ce qu'on a vu chez nos clients.
Comment ? Et ça, il faut arbitrer en temps réel. Absolument. Et ça, il faut être capable et d'ajuster. Je pense qu'il faut être capable d'ajuster et d'agir. Enfin, je sais que Pauline, j'adore aussi ce qu'elle dit sur les chiffres ne sont pas là pour les chiffres sont là pour l'exécution, absolument pour l'action. Ouais. Et donc, c'est absolument ça. C'était comment j'agissais en temps réel, en réallouant peut-être des investissements à un département plutôt qu'à un autre. Alors justement, quelles conséquences métiers, Pauline, et quelles conséquences sur le CFO ? Je trouve que le CFO, c'est vraiment le guide, hein, et c'est lui qui va aussi permettre cette bonne allocation et cette bonne conversation au niveau du business. Mais je voulais parler aussi de la forecast comme un genre de risque aussi, hein, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Alors allons-y sur le risque, et puis après on ira sur les conséquences métiers. C'est un exercice infini, hein. Vous n'aurez jamais le forecast parfait qui va vous donner la vérité, c'est un exercice impossible. Donc l'idée, c'est d'approcher par scénario, de se dire, voilà, il y a des jalons dans le temps. Si on arrive à un jalon donné avec une métrique qui est là sur un business ou autre, voilà ce que ça veut dire peut-être sur la suite. Enfin, voilà, c'est d'essayer de regarder un peu ces indicateurs-là, leading indicators. Mais attends, concrètement, Pauline, ça veut dire qu'à un moment, tu dois taper du poing sur la table. Tu le fais avec élégance et bienveillance, mais quand même taper du poing sur la table pour dire, là les amis, on s'arrête. Ça y est, c'est fini. C'est ça, exactement. Et dans un moment où on est aussi dans une approche très collaborative, il faut aussi savoir à un moment réduire les temps de production de ce forecast pour se concentrer sur l'action et sur vraiment comment on est dans le business. Done is better than perfect. Exactement, c'est une bonne façon de voir les choses. C'est un des claims de Blablacar. Voilà, quand vous rentrez dans Blablacar, c'est un des Dazibao qui est affiché à l'entrée de l'entreprise. Parce que, comme vous, tu es dans une nécessité de croissance très rapide, et donc il faut faire les choses. Et je pense que c'est très juste, c'est aussi, comme on le disait, la perfection n'est pas du tout ce qu'on doit rechercher, mais c'est aussi s'arrêter un moment et dire, travailler sur des ranges, sur des intervalles. On travaille beaucoup, et au fur et à mesure du temps, on l'affine, et on devient plus précis, mais c'est être capable de se dire, je vais être dans cette zone-là, et ça me va. Et je pense qu'il y a un autre point aussi en mode collaboratif où il faut faire très attention, c'est que tout le monde a accès à la donnée. Donc tout le monde peut s'estimer légitime pour dire moi j'ai fait mon forecast. Donc là aussi il y a un vrai sujet de gouvernance, je pense, sur qui le fait, comment le fait, et aussi que le CFO tape du poing sur la table à un moment pour dire stop, c'est la meilleure information qu'on ait aujourd'hui et puis on y va. Parce que dans l'ensemble de tes clients, des clients d'Anaplan, et puis en plus, il y a un côté assez ludique, c'est-à-dire que dans l'UX, vous faites des efforts pour que ce soit très sympathique à faire, l'ensemble de ces trucs-là. Donc on peut se perdre dans le truc. Tout le monde peut s'invoquer contrôleur de gestion ou financier et dire moi j'ai l'information. Donc je pense qu'il y a une vraie gouvernance et il y a une vraie aussi optimisation de qui le fait, qu'on perde pas de temps à avoir des gens qui ne devraient pas le faire en fait. Je pense que ça aussi c'est un point qu'on avait discuté avec Pauline. Ça, il faut trouver le bon curseur entre une approche complètement bottom-up qui va impliquer beaucoup de gens et qui va prendre du temps, et la nécessité d'avoir un forecast rapide dans le temps. Ouais. C'est-à-dire que si vous avez un temps de forecast de 3 mois, ou je vais à l'extrême là, mais même d'1 mois, en fait, vous arrivez au bout de votre cycle et l'hypothèse de départ est déjà obsolète. Ouais. Donc il y a vraiment cette nécessité d'avoir une grande efficacité dans le process, dans le nombre de revues qu'on va faire. Oui, mais alors justement, attends, est-ce que tu as fixé arbitrairement un temps de forecast? Tu dis, ça ne dépassera pas, j'en sais rien moi, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines? C'est un effort qu'on fait, bien sûr. Après, il faut, comme je disais, placer le bon curseur entre être très collaboratif. Oui, mais tu l'as décidé, tu as décidé que sur, j'en sais rien, tel service, telle division, ce serait 3 semaines, pas plus. Là, pour l'instant, on est autour de 25 jours. Ouais, mais on a un objectif d'être meilleur et d'aller plus vite demain. Mais ça implique aussi un travail au niveau de l'entreprise. Ce n'est pas juste la finance qui décrète ça. Je pense que c'est vraiment important de vraiment se mettre ensemble et décider ensemble avec le métier, avec le business. Et ça implique aussi que ceux qui rentrent dans ce processus acceptent d'abandonner eux-mêmes un certain nombre d'exigences, parce que sinon, ils vont le faire en 3 semaines, mais ils vont se tuer à la tâche. C'est ça. Bien sûr. Ou alors ils vont faire des choses en amont pour préparer la préparation du forecast. Ça peut être infini. Donc effectivement, c'est aussi un renoncement à un truc parfait qui n'existe pas par définition. Et l'acceptation de la réalité. Tout à fait d'accord aussi. Et ce qu'on disait, je pense, va aussi avec la granularité et le détail Je pense qu'il y a aussi des cycles, à certains niveaux de cycle, on a certains indicateurs qui sont pertinents, qu'on va accepter, qu'on va prendre et accepter. Dans des cycles plus détaillés, on aura peut-être des indicateurs un peu plus par service. Donc c'est là-dessus aussi qu'il faut travailler. C'est quels indicateurs tu me remontes
moi à la finance, mais pas tous. Donc c'est vraiment avoir une bonne division des tâches et une bonne gouvernance de comment tout ça se remonte. Et je pense, pour en revenir à Criteo, parce qu'effectivement, tu l'as cité très vite, j'ai découvert ça. Je vais être très franc même, j'ai découvert ça dans vos résultats trimestriels qui sont tombés il y a quelques jours. Ce métier que je ne connaissais pas, qui est, alors je vais le résumer, les plateformes de e-commerce aujourd'hui ont une telle audience qu'elles deviennent elles-mêmes des plateformes publicitaires. Absolument, oui, bien sûr. Nos clients aujourd'hui, par exemple en France, sont les leaders de la grande distribution. C'est ce qu'on appelle le retail média, qui est vraiment Cdiscount fait de la pub et gagne de l'argent en faisant de la pub sur sa plateforme. Enfin, je cite celle-là, mais parce que c'est la plus connue. Cdiscount ou un autre, mais en tout cas... Et donc, ça veut dire quand tu as un métier qui monte comme ça, oui. Peut-être que c'était dans la planification des dirigeants de Criteo, mais à un moment, tu es toi-même en fait happé par l'activité et la transformation de l'activité. Oui, c'est un pan de notre activité qui grossit très très vite, à plus de 50%. Donc effectivement, il faut réagir et en effet être capable d'allouer la bonne ressource au bon endroit pour capter cette croissance le mieux possible. C'est agir très rapidement pour l'impact. Alors, qu'est-ce que ça change sur les métiers, et notamment, on en parle énormément au cœur de cette session de Future of Finance, c'est le contrôleur de gestion. C'est vraiment, c'est le pivot de la transformation, j'ai l'impression, vous verrez dans l'ensemble des séquences que l'on vous propose. Qu'est-ce que ça change sur les métiers pour vous aujourd'hui ? Dans ce qu'on voit chez nos clients et chez nous aussi, donc je déteste ce mot de contrôleur de gestion, parce que contrôleur, je contrôle le passé, et il passait beaucoup de temps à un moment à faire des réconciliations de chiffres. Donc déjà, si on peut éviter les réconciliations, je pense qu'avec les plateformes qu'on utilise, on arrive déjà à ça, être d'accord sur des chiffres déjà. Donc on perd beaucoup moins de temps. Et ensuite, c'est à partir d'un historique, à partir aussi, on en parlera peut-être, mais d'outils d'intelligence artificielle, de machine learning, d'optimisation du forecast par exemple, comment j'en prends les meilleures informations et je deviens quelqu'un qui travaille sur le futur, comment je fais de l'analyse, comment je deviens un peu un data analyst. Donc on voit vraiment un shift de ces métiers aussi. Alors on parle beaucoup des contrôleurs de gestion, mais je pense que ça peut s'appliquer aussi à la comptabilité dans une certaine mesure, où en automatisant beaucoup de tâches, en évitant beaucoup de tâches répétitives, on a des comptables qui sont beaucoup plus porteurs de travail sur le futur et d'impact sur le forecast. Nous on le voit vraiment chez nos clients et chez nous aussi. Pauline, quel impact sur les métiers ? Nous, on n'aime pas non plus contrôleur de gestion ? Non, moi je me vois comme un business partner. C'est vraiment une grosse différence avec la définition. C'est-à-dire que tu l'es vraiment, quoi. Oui, on est là dans les moments importants de la prise de décision dans l'entreprise pour guider le management en fournissant de la donnée, en fournissant des analyses qui font de l'impact et qui apportent quelque chose de nouveau et de différent de l'information que peut avoir le business. Et c'est notamment autour de la donnée que tout se situe. Et vraiment, c'est aussi une approche complètement différente, tournée vers l'avenir, tournée vers l'exécution. Et après, on parlait du machine learning, c'est vraiment une technique qu'on a adoptée chez Criteo depuis un moment déjà pour la prédiction et pour le forecast. Et on se sert du machine learning. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pour nous un data point. Ce n'est pas la vérité. Ça ne sera jamais la vérité et ça ne remplace pas l'intelligence humaine. Donc on s'en sert comme un point de triangulation. On a ce machine learning qui nous fait une prévision de chiffre d'affaires notamment. Voilà. Après on a aussi la prévision top-down bottom-up qui vient du business, la forecast classique. Puis après on a les données de marché qui sont aussi une source d'informations importante. Et en regardant ces trois informations-là, on essaie de dire voilà, où est-ce qu'on doit être le prochain trimestre, l'année prochaine. Ouais. Et c'est vraiment la combinaison de ces données, plus beaucoup d'intelligence humaine et de conversation avec le business. Parce qu'en plus, vous êtes dans un secteur tellement challengé. Enfin, il arrive quasiment une info tous les jours qui peut modifier en profondeur votre business, en ce qui vous concerne, vous, Criteo. C'est ça qui est... oui, mais Nadine, justement, concluons là-dessus. Dans ces nouveaux cycles de pilotage, l'intelligence artificielle... L'intelligence artificielle va aujourd'hui renforcer le rôle qu'elle a déjà aujourd'hui de guide à la décision et d'aide à la décision. Je pense que l'intérêt de ces outils, c'est qu'ils enlèvent un peu les biais qu'on peut tous avoir quand on voit un forecast. On peut être dans un déni, qui aurait dit, en voyant les premiers chiffres du Covid, je pense qu'il y a un déni naturel de dire mais c'est pas possible. Donc je pense que ça amène
l'élimination des biais, qui est important. Ça fait gagner du temps, si on a là aussi des données qui sont de qualité. Ça fait gagner du temps sur des informations qu'on ne perdrait pas à faire humainement. Et donc, ça permet aux contrôleurs de gestion ou aux data analystes d'utiliser ces données et de devenir un vrai business partner en travaillant avec les personnes avec qui ils travaillent dans le business. Donc, je pense que ça fait gagner du temps dans ce cycle de forecast. Ce ne sera pas parfait. On a parlé de la perfection. Absolument. Ce ne sera toujours pas parfait. Et la technologie, c'est une chose, mais moi, quelque chose qui est cher. Qui est cher pour moi, c'est de dire la technologie et l'humain. Mais l'humain va pouvoir, enfin, le contrôleur de gestion et les data analysts vont pouvoir vraiment utiliser toutes ces technologies pour donner les meilleures informations possibles à leurs partenaires. Merci mesdames. Vous continuez à nous regarder à l'occasion de ce Future of Finance. Thank you.